Je vais maintenant créer un premier projet Fragscape utilisant le mode vecteur. On va fonctionner étape par étape et la première de ces étapes est donc la définition des paramètres généraux. Le premier de ces paramètres, c'est le dossier de travail, c'est-à-dire le dossier dans lequel vont être stockés tous les résultats. Pour le tutoriel, je me suis créé un dossier avec d'un côté les couches sources et de l'autre des sous-dossiers pour chacun des projets. Ici, vector. Donc, je vais choisir ce sous-dossier vector comme dossier de travail. Le mode, je laisse bien vecteur. La résolution, c'est hors propos quand on travaille en mode vecteur. La couche d'emprise, elle est optionnelle, mais elle permet de découper les données d'entrée si l'emprise initiale est trop large. Et là, ici, on va choisir une zone avec un tampon de 5 km autour de l'EPCI. On va voir plus tard pourquoi c'est important en mode CBC de considérer une zone plus large. Le système de projection, on laisse Lambert 93. Et en bas, on voit dans la table de visualisation l'état actuel du paramétrage. Alors, un bon réflexe, c'est de souvent sauvegarder le projet. Donc là, déjà le sauvegarder une première fois. Donc ici dans Vector, par exemple, je vais l'appeler tuto Vector. Et on voit que le nom apparaît en haut. Une fois que j'ai sauvegardé le fichier projet, je peux donc fermer Fragscape, le réouvrir pour retrouver le même paramétrage. On passe ensuite à l'étape de sélection de l'occupation du sol. Ici, c'est la couche Corelland Cover. Il existe deux modes de sélection, par valeur de champ ou par expression. En mode de champ par expression, il est possible de renseigner une expression, par exemple, tel champ qui est égal à telle valeur. Mais souvent, c'est plus pratique de travailler par valeur de champ, parce qu'il suffit alors de préciser le champ qui contient la nomenclature, par exemple ici code 12. Il est aussi possible de renseigner un champ de description textuelle s'il existe, pas ici. On appuie sur le bouton afficher les valeurs de champ et l'outil nous charge donc toutes les valeurs de champ. Donc ici on a tous les postes de nomenclature qui existent sur notre territoire. L'idée maintenant, c'est de sélectionner les éléments dont on étudie la fragmentation. Pour moi, ce sont les environnements naturels et semi-naturels. Par exemple, je sais que le poste d'occupation du sol 311 correspond aux forêts de feuillus. Je veux donc le sélectionner, je coche la case. Une possibilité offerte est alors de travailler au format CSV pour pouvoir utiliser un logiciel de tableur. Donc là, je sauve mon tableau dans le fichier vectorfields.csv et je peux alors aller le chercher, l'ouvrir et on retrouve bien la liste des postes d'occupation du sol, la colonne de description et est-ce qu'ils sont sélectionnés ou pas, selon leur valeur false pour faux et true pour vrai. Donc là, je ne vais pas tous vous les faire dans le tutoriel, je me suis préparé une autre feuille où j'ai déjà les valeurs qui m'intéressent. Je copie-colle et voilà le résultat. Je sauvegarde mon fichier, hop, je retourne dans Fragscape et cette fois-ci, je rouvre le fichier vectorfields. On voit que les champs ont bien été sélectionnés. Par exemple, les surfaces agricoles, les sources interrompues par des espaces naturels, les forêts de feuillus, les forêts de conifères, et ainsi de suite. Une fois que ma sélection est terminée, j'appuie sur Lancer la sélection, et voilà le résultat dans QGIS. C'est-à-dire qu'il a sélectionné, il a extrait les postes d'occupation du sol que l'on a choisis, et qu'il a agrégé leur géométrie. On passe ensuite à l'étape suivante, qui consiste à intégrer des données complémentaires. Soit que l'occupation du sol n'ait pas été assez précise, soit pour ajouter des éléments de fragmentation, comme les linéaires de route, ou les éléments reconnectants comme les passages à faune. Je vais commencer par une première couche, à savoir les routes.
Et pour ces routes, je vais sélectionner seulement certaines routes. Donc là, par exemple, je vais prendre celles qui ont un état revêtu, c'est-à-dire que ce ne sont pas des chemins de terre. Et je vais aussi les discriminer en fonction de leur vocation. Donc là, par exemple, je vais sélectionner les autoroutes. Car en fait, je considère qu'ils n'ont pas la même emprise au sol. Alors, normalement, ce serait mieux de fonctionner par nombre de voies, nombre de chaussées, mais là, par suite de simplicité, on va travailler sur le champ vocation. Bon, pour le type autoroutier, je vais mettre une zone tampon de 30 mètres. Ça veut dire qu'en fait, l'autoroute fait 30 mètres de large. Donc là, je mets des valeurs un peu indicatives, mais on pourrait retrouver plus précisément selon certaines normes. L'identifiant, je vais mettre autoroute. Et je dois choisir si je l'ajoute aux données fragmentantes ou aux environnements naturels et semi-naturels. Ici, c'est une donnée fragmentante. Très bien, je sauve cette sélection et le paramétrage apparaît en bas. Alors, je vais répéter cette opération pour chaque type de vocation. Donc, il y a aussi les liaisons principales, où là, je vais baisser la largeur à 15 mètres, par exemple. Encore une fois, c'est des valeurs indicatives, toujours des données fragmentantes. Il y a aussi les liaisons régionales. Là, je connais les valeurs par cœur, mais on pourrait retourner dans le widget pour les retrouver. La route régio, toujours données fragmentantes. Et enfin, les liaisons locales. Donc là, par exemple, les liaisons locales, ce sont toutes les petites routes et elles ont un impact très important sur le résultat. Car en fait, c'est les routes qui sont le plus présentes, il y en a plus de petites routes que de grosses routes. Or, elles vont fragmenter des territoires naturels. Alors très bien pour les routes, là j'ai sélectionné tout ce qui m'intéressait. Et maintenant, je vais m'intéresser à une autre source de données qui est la BD forêt. Parce qu'en fait, je considère ici que la couche d'occupation du sol n'est pas assez précise pour les milieux forestiers. Donc là, je laisse l'expression vide, ça veut dire que je sélectionne tous les éléments de ma couche. La zone tampon, pareil, je vais la mettre vide parce que c'est une géométrie polygonale, donc il n'y a pas besoin de rajouter de zone tampon. En identifiant, je vais mettre les forêts. Et cette fois, je rajoute aux environnements naturels et semi-naturels. J'enregistre la sélection. On voit que la valeur de fragmentation n'est pas la même. Et avant de lancer les traitements, il faut ordonner nos sélections. Donc là, j'ai les routes au-dessus des forêts, ce qui est bien. Mais par exemple, si j'avais des passages à faune, je voudrais les mettre au-dessus des routes, car ils sont prioritaires, ce sont des éléments reconnectants. Ici, je remets ma forêt en dessous des routes, et je lance mes traitements. Alors la dernière étape peut prendre un peu de temps, car il faut regrouper les géométries pour ensuite les transformer en géométrie simple. Mais voilà le résultat final. On obtient donc une couche de patch d'espace naturel. Ici on voit donc à l'ouest du territoire plutôt des grands patchs naturels, alors qu'au sud-est c'est plutôt composé de petits patchs sûrement issus de la baie des forêts. Très bien. Alors on va ensuite passer à la dernière étape, celle des résultats. Il faut sélectionner la couche d'entrée, qui par défaut est celle du résultat de l'étape 3. Il faut ensuite choisir la couche de rapportage, c'est-à-dire pour quelle unité territoriale on va calculer les indicateurs. Ça peut être l'ensemble du territoire, ou ça peut être commune par commune. Là, dans ce tutoriel, je vais vous faire un exemple avec un résultat par commune. Ensuite, il faut cocher si on veut appliquer le mode CBC, c'est-à-dire Cross Boundary Connection, qui prend en compte les connexions à l'extérieur des limites administratives. Là, je vais le cocher dans ce tutoriel, et c'est un mode qui est recommandé. Donc là, l'unité du résultat, je vais mettre km² par exemple, et enfin choisir un fichier de sortie. Donc là, je vais enregistrer dans Vector un résultat
avec vector results commune, parce que c'est commune par commune. Je lance le calcul des indicateurs. Et voilà le résultat. Alors j'ai une valeur globale qui s'est affichée, donc ça c'est la valeur sur l'ensemble de mon territoire. Mais ce qui est intéressant, c'est la couche résultat, qui contient donc une valeur par unité de rapportage, ici les communes, avec une légende automatique du vert au rouge, le vert correspondant aux espaces les moins fragmentés et le rouge aux espaces les plus fragmentés. Si j'ouvre cette couche résultat, on voit qu'elle contient plusieurs colonnes, plusieurs champs. Ce qui nous intéresse, ce sont les CBC msize et msize, c'est-à-dire la taille effective de maille en mode CBC et la taille effective de maille en mode cut, c'est-à-dire la méthode par défaut. À cela s'ajoutent d'autres champs comme le nombre de patchs, la surface totale, la surface des espaces naturels et d'autres métriques qui sont définies dans le papier de Jaeger. Et donc voilà le résultat de la procédure en mode vecteur. On obtient une couche avec une valeur d'indicateur par unité de rapportage.